Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de la rentrée, consacré à cette question. Le format est un peu inhabituel car j'ai proposé à Jérôme Boumangel, qui est stratégiste et prévisionniste, de partager avec moi son point de vue. Et donc, le rythme du webinaire va être une première. On va se poser chacun cette question et on y répondra à tour de rôle. On va se poser à tour de rôle cette question, on y répondra tous les deux, l'un et l'autre. Cette question d'ordre conjoncturel sur l'état de l'économie et des marchés financiers, mais également d'ordre plus général pour vous donner des conseils pour que vous réussissiez vos investissements ou que vos clients, si vous êtes conseiller financier, réussissent leurs investissements. Allez, on démarre tout de suite avec la première question. Hausse des actions, économie en berne, ça paraît contradictoire. Quels sont les éléments qu'il faut intégrer pour retrouver une logique dans ce diptyque un petit peu curieux? Comment résout-on l'équation? Et effectivement, je voulais matérialiser cet écart entre l'économie et les marchés en prenant en jaune la variation de l'ISM, qui est un indice de confiance américain, et le rythme de changement sur 11 mois. 11 mois fonctionnait plutôt bien. Les deux sont sur l'échelle de droite, du S&P 500. Et on voit qu'il y a quand même une corrélation extrêmement marquée entre les deux graphiques. Et on constate également que la dégradation de l'économie américaine, donc qui date du début 2022, ici, donc sur de la courbe en jaune, a été intégrée par les marchés dans un premier temps jusqu'à la fin 2022, et que le rebond qu'on connaît des indices n'est pas du tout expliqué par le rebond de l'économie. Il y a plusieurs raisons. La première raison, vous le savez, on en a déjà parlé, à peu près toute la presse en parle, c'est la composition du S&P concentrée sur les big tech. Si on exclut ces grandes valeurs et qu'on prend le S&P 494, le graphique est plus du tout le même. Donc il y a cette dichotomie entre les valeurs étiquetées intelligence artificielle, à tort ou à raison, et le reste du marché qui ne fait pas du tout la même histoire. Ensuite, la deuxième raison qui me paraît importante, qui est un peu liée à celle-là, c'est l'optimisme des investisseurs. On en parlera encore un petit peu plus tard, oui, mais on a fini l'année 2022 avec un niveau d'optimisme particulièrement bas, ou, vous le dites comme vous voulez, ou un niveau de pessimisme particulièrement élevé. La dernière raison, et j'ai un petit œil à droite sur le chrono pour pas trop déborder non plus, c'est que quand même, malgré tout, l'économie, selon la plupart des indicateurs, et celui qui est suivi par la planète entière, qui est la quantification de la courbe des taux, et qui aurait laissé supposer une récession en 2022, a été un peu perturbé. Je ne veux pas dire que ça ne sert plus à rien, ni que c'est faussé. Il a été perturbé par un comportement inhabituel du gouvernement américain. Le gouvernement américain, en général, fait des politiques qui sont contracycliques. C'est-à-dire que lorsqu'on a un affaiblissement de l'économie, on commence à avoir une baisse des taux, et puis une fois que les taux commencent à être baissés, ils réinjectent. Là, ils ont réinjecté très très tôt. On a donc l'injection Covid, on a une normalisation, et puis il y a un certain nombre de décisions pour verdir l'économie, pour permettre aux étudiants de plus payer leurs dettes, qui d'ailleurs s'arrêtent là en octobre. Et donc, cette réinjection de liquidités a permis à une économie de ne pas sombrer dans un fort ralentissement et dans la récession. Donc finalement, si on fait un tout petit peu de prospective, je crois que le plus dur reste à venir, mais peut-être qu'on en reparlera plus tard. Ouais. Je bascule sur la deuxième question, et donc emprunt d'État, qui est la classe d'actifs qui a été catastrophique en 2022, qui reste tout à fait tendue en 2023. Finalement, est-ce qu'il y a du risque à aller sur cette classe d'actifs qui était quand même, on disait, l'actif sans risque? Je
Par contre, bon, si on ne veut pas les garder pendant, par exemple, 10 ans pour les T-notes américaines, il y a un risque de volatilité. Hein. On peut être obligé de les revendre à un prix différent, hein, qui va dépendre des fluctuations du taux d'intérêt, hein, puisque le prix de l'obligation est inversement proportionnel, hein, pas proportionnel, est inverse aux fluctuations donc du taux d'intérêt. Alors, il y a un critère du risque que j'aime bien, c'est la volatilité. Alors la volatilité historique ou la volatilité implicite. La volatilité implicite, donc, par exemple sur les emprunts d'État à 10 ans, on l'a par, entre autres, hein, par l'indice, c'est un indice, hein, le mauve. Et ce qu'on peut faire, c'est comme indicateur basé sur le risque, c'est la rentabilité, c'est diviser la rentabilité des T-notes par leur volatilité. Et on a une sorte de ratio de risque. On l'a sur le graphique ici, à droite, pardon, excusez-moi. Quand le risque monte, qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi, quand le ratio monte, ça veut dire que l'espérance de rendement sur les T-notes sous-performe le risque. Et ça veut dire donc que le risque est de moins en moins bien rémunéré. Donc il n'est pas rationnel d'aller sur la classe d'actifs considérée. Par contre, quand, alors on peut le voir ici par exemple en 2005, hein, un peu avant la crise des subprimes, et quand le ratio de risque, ce ratio de risque baisse, ça veut dire donc que l'espérance de rendement surperforme le risque, la prise de risque. Hein. Donc là, au contraire, la prise de risque est de mieux en mieux rémunérée quand ce ratio baisse, et donc il est rationnel d'aller sur les ici donc sur les emprunts d'État. Hein, donc les taux d'intérêt vont baisser, les taux d'intérêt baissent. Actuellement, c'est ce qui nous intéresse pour répondre à la question. Nous avons quand même un ratio encore élevé. Hein. Vous voyez, il a commencé à baisser, à monter, excusez-moi, fin d'année dernière. Hein. Et puis, il reste quand même à un niveau assez élevé. Mais on commence à voir, donc, peut-être anticiper une certaine baisse de ce ratio. Et pour moi, il me semble que le ratio devrait continuer à baisser. Alors, bien sûr, hein, je vais me baser sur le principe boursier, hein, donc de retour à la moyenne. Et donc, on devrait pouvoir avoir un prix sur les T-notes qui se mettent à remonter, on va dire, dans les 10-12 mois qui viennent. Quid de la Chine? Es-tu boule ou bear sur la Chine? Alors moi, je pense que je vais être assez rapide sur la Chine parce que je suis pas loin d'avoir le même avis que toi. La première chose, c'est de matérialiser le décrochage de l'indice chinois. Alors toujours par rapport, pardon, je l'ai pas écrit, mais ici on a le S&P 500. Moi, je regarde le CSI 300, mais je pense que par rapport à ton indice, c'est un peu un comportement un peu similaire. Oui. Voilà, le décrochage qui date de début 2021. Et en fait, ce décrochage, je pense qu'il est d'abord politique, à partir du moment où le gouvernement chinois a commencé à s'attaquer aux grandes tech chinoises. On voit qu'il y a eu des visites en Chine de premier plan depuis la fin du printemps dernier, qu'on cherche quelque part. Je ne sais pas si on peut dire que les relations s'améliorent, mais comme Biden et Xi Jinping l'ont dit, je ne sais plus si c'était le G7 d'octobre dernier, mais ils ont dit qu'ils veulent mettre un plancher sous la dégradation des relations. L'autre point important, c'est que finalement, la pression qui a été mise sur les entreprises de la tech chinoise est aujourd'hui largement en train de se réduire puisque l'ensemble des points ou la majorité des points ont été réglés. Bon, ça reste un marché
qui est délicat. C'est très compliqué de trouver les timings parce que je dis ça dépend éminemment de la politique. Finalement, peut-être que plus la situation ira mal en Chine, plus il faudra s'y intéresser parce qu'on sait que la Chine a les moyens de faire de la relance. Pourquoi le consensus se trompe-t-il? Jérôme, je rebascule chez toi. Hop. Voilà. Alors, pour répondre à cette question, je parle ici donc du niveau d'optimisme des investisseurs. C'est l'association américaine des investisseurs individuels qui, chaque semaine, une fois par semaine, c'est le jeudi, réalise un sondage auprès de ses membres en leur demandant si, ma foi, vous êtes haussier, baissier. Donc la lecture qui est la plus populaire de ce bear bar ratio va s'appuyer sur le principe contrarien. On en parlait tout à l'heure, qui stipule donc un consensus trop fortement établi, est souvent pris à contre-pied. Donc un pourcentage élevé de haussiers ou de baissiers va traduire une situation de surachat ou de survente. Donc, alors, ce sentiment d'optimisme ou de pessimisme va être identifié donc à l'opinion majoritaire qui va se dégager des résultats du sondage. La question, c'est pourquoi le consensus se trompe-t-il? Donc, c'est qu'un pourcentage élevé de haussiers ou de baissiers va traduire une situation donc de surachat et de survente. Pourquoi? Parce que si je prends l'exemple donc imaginons 100% d'investisseurs pensent que le marché va monter. Si 100% des investisseurs pensent interroger, et en supposant que notre échantillon soit représentatif avec toutes les règles adéquates, si 100% des investisseurs pensent que le marché va monter, si un investisseur pense que le marché va monter, c'est qu'il a déjà pris position à l'achat. Si tous les investisseurs donc sont acheteurs, qui il reste pour acheter? Les investisseurs de la première heure vont commencer à prendre leurs bénéfices. Ça va faire baisser le marché. Du coup, les investisseurs de la dernière heure vont commencer à paniquer et ils vont peut-être eux aussi se mettre à vendre, etc. Ça va enchaîner donc une boucle de rétroaction. On peut penser peut-être qu'il y a une tendance, vous voyez, parce qu'on est rebondi, maintenant on est à 43%, peut-être même qu'il y a une tendance qui se dessine sur le consensus des haussiers. Ils peut-être vont augmenter, il va augmenter, et donc ça va peut-être permettre au marché d'être soutenu à la hausse. Le premier conseil qui est un conseil de bon sens, c'est diversifier. Je crois que c'est un mot sur lequel on peut être tous d'accord, mais faites attention à différentes choses. La première, ne diversifiez pas trop, parce que si vous, d'abord, le dernier achat diversifie plus tellement les précédents. Les études montrent qu'à partir de études théoriques, j'insiste, à partir de 20-25 lignes, ça ne sert plus grand-chose de rajouter une ligne. Et puis, si vous diversifiez trop, vous allez avoir du mal à suivre correctement toutes les lignes. Donc, il vaut mieux moins de lignes qu'on comprend bien plutôt que de rajouter une énième. Faites attention aussi à quelque chose, parce que diversifier, ce n'est pas empiler les positions. Diversifier, c'est se soucier de la façon dont vont se comporter les positions les unes par rapport aux autres. Est-ce que vous êtes sûr que vous diversifiez si vous achetez, je dis n'importe quoi de manière un peu grotesque, du Total et de l'Exxon? Je trouve qu'une bonne façon de diversifier, c'est d'avoir un esprit et momentum et contrariant. Au moins, vous êtes sûr que vous êtes d'un côté sur quelque chose que le marché ne veut pas, et de l'autre côté, quelque chose que le marché a déjà voulu. Et donc, vous assurez un comportement un peu différent. Mais là encore, n'oubliez pas, la diversification n'est pas un objectif, c'est un moyen. C'est un moyen de réduire sa volatilité. D'ailleurs, on peut se poser la question, tous ceux qui recommandent de faire que du MSCI World en disant que c'est le summum de la diversification, si tout le monde fait la même chose,
est-ce qu'on réduit la volatilité quand il y a des mouvements de marché? Il y a une expression qui m'amuse beaucoup, que j'ai trouvée, enfin que j'ai prolongée, c'est l'expression de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais faites attention, si vous achetez le panier auprès du même fournisseur, ils peuvent tous avoir le même défaut. Donc faites attention à ça. Donc, oula, je suis long sur la diversification, alors je suis plus rapide sur le reste, c'est ayez une méthodologie quand vous investissez et mettez-la à l'épreuve. Testez-la dans le passé, vérifiez qu'elle fonctionne pour la mettre en œuvre et ne prenez pas des positions sous le coup de vos émotions. Ou si vous savez que c'est vos émotions qui vous dirigent, eh ben, explicitez-les, objectivez-les et regardez si elles ont fonctionné dans le passé. Et dernier conseil, méfiez-vous des idées intellectuellement satisfaisantes qui se vendent bien et qui sont juste fausses. Ce que je vous ai dit sur le niveau de taux, plus un État est endetté, plus son taux est bas, et je pense que tout le monde pense le contraire. Les 3 erreurs à éviter. Alors, la première, c'est de ne pas vouloir prendre en compte la saisonnalité des marchés. Voilà, bon, les autres, c'est vouloir acheter la nouvelle plutôt que vendre la rumeur. Pareil, il y a quelque chose qui découle, c'est vouloir vendre immédiatement lors d'une surprise négative. Hein, ça, bon. Lorsqu'il y a une surprise négative, il ne faut pas paniquer. La plupart des investisseurs vont sortir, effectivement. Donc, ça va faire chuter le cours énormément, peut-être. Hein. Mais ensuite, pendant quelques temps, il va y avoir un petit retracement de ce mouvement. Et donc, c'est là qu'on pourra peut-être mieux sortir. Est-ce que, Jérôme, tu veux dire quelque chose? Je passe sur ton slide. Alors, j'ai eu un peu de mal à trouver. Aussi long terme, compte tenu de toutes les, comment dire, les incertitudes quand même depuis quelques années qui peuvent encore augmenter. Donc j'ai eu un peu de mal à... Alors, pour répondre à ça, je voudrais juste rappeler que chaque décennie a connu sa bulle. Vous voyez de quoi il s'agit et que finalement, être positionné sur une bulle, arriver à conserver l'investissement, ça change tout à fait la physionomie de votre portefeuille, même si je voulais l'indiquer, c'est l'intelligence artificielle, mais j'en dirai pas plus puisque le prochain webinaire évoque ce sujet-là. J'aurai le plaisir de recevoir un spécialiste de l'intelligence artificielle. Merci infiniment à tous de nous avoir suivis. Merci Jérôme, merci beaucoup. Merci Régis, merci à vous tous. Livré au jeu des questions-réponses. Et je vous souhaite à tous un bon appétit et un bon week-end. Ciao, ciao. Merci.